Peut-on aimer la vérité? Je ne sais pas comment vous avez réagi par rapport à ce sujet qui a été posé, qui est toujours posé d'ailleurs en partenariat avec les cabanes urbaines. Évidemment, je dirais peut-être la première réaction, la réaction d'évidence, ou peut-être de fausse évidence, vous allez me dire si je me trompe, c'est que c'est une question paradoxale. Comment ne pas aimer la vérité? Comment pourrait-on lui préférer toutes les notions qui sont opposées à la vérité, l'ignorance, l'erreur, les fausses croyances, le mensonge, l'illusion, la fausseté, l'hypocrisie. Comment pourrait-on préférer toutes ces choses à la vérité? La vérité, elle semble, comment dirais-je, être à elle-même sa propre garantie, elle semble s'imposer d'elle-même. Évidemment, quand on pose ce sujet, peut-on aimer la vérité? Il me semble que la première réaction, c'est de dire que c'est une question contre-intuitive, qu'à défaut de vouloir poursuivre la vérité, on peut au moins désirer la connaître. Mais ce premier paradoxe, en réalité, se retourne très vite pour les raisons mêmes que j'ai dites, c'est-à-dire que si on aimait tant la vérité, pourquoi justement les mensonges, l'hypocrisie, la fausseté, pourquoi l'entêtement dans les fausses croyances, pourquoi l'entêtement dans l'erreur, et pourquoi la fuite dans les récits imaginaires, si on aimait tant la vérité? Donc, vous voyez que c'est à la fois une question contre-intuitive, et puis en même temps, le premier paradoxe sur lequel on tombe se retourne très vite. Alors la première question qui vous est adressée, évidemment moi j'ai une idée, j'ai des propositions à vous faire. La première question que j'ai à vous adresser, c'est qu'est-ce que la vérité pour vous? Parce qu'avant qu'on discute de la question de savoir si on peut l'aimer ou pas, si la vérité est aimable, ou si elle est douloureuse, funeste et blessante, voir si on a une aversion pour la vérité. Encore faut-il savoir de quoi on parle quand on parle de la vérité. Alors, qu'est-ce que la vérité pour vous? Qu'est-ce que ça évoque? Alors, Mona, oui, j'ai oublié d'indiquer, Mona a déjà réglé d'ailleurs. Ah bon, d'accord. Ah, oui, c'était une deuxième fois alors. Oui, Mona. Alors, pour moi, la vérité, c'est le Graal de la pensée. Le Graal de la pensée. Alors le Graal, c'est intéressant parce que si on le prend au sens strict, donc le Graal, c'est cet objet mythique qui aurait recueilli le sang du Christ, qui fait partie, vous savez, des légendes arthuriennes. Les chevaliers sont lancés dans la quête du Graal. C'est un objet d'ailleurs dont on ne sait pas s'il existe. Il est supposé exister puisqu'il motive la quête des chevaliers. Il motive leurs mouvements, il motive leurs espérances, il motive la force qu'ils ont de faire face à certaines épreuves. Mais peut-être que cet objet n'existe pas. Ça veut dire que peut-être que l'espoir illusoire d'atteindre la vérité produit chez les êtres humains l'art, la science, la littérature, les mythes, que c'est peut-être un espoir vain, mais qu'en même temps il ébranle l'être humain, il le met en mouvement et il produit une certaine fécondité de l'être humain, même si l'objet de leur croyance est peut-être une illusion. Ah, mais ça, ce serait déjà prendre une position, parce que ce serait déjà dire que finalement la vérité c'est une sorte d'idée mythique envers laquelle on est en quête, qui suppose une certaine forme d'héroïsme. Hein, les chevaliers, ils ont une attitude héroïque. Pour atteindre le Graal, il faut qu'ils traversent des épreuves, et peut-être que pour atteindre la vérité, il faut subir des remises en question, des doutes, des incertitudes. Même si on pense aux savants, aux personnes savantes, il y a une ascèse pour poursuivre la vérité. La vérité est difficile, elle impose une exigence, une méthode, des renoncements. Donc peut-être un héroïsme aussi. Mais avant de prendre position en disant la vérité c'est un Graal, c'est un objet mythique, qu'est-ce que la vérité? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut la définir? Qu'est-ce que la vérité pour vous? Madame, quel est votre prénom? Geneviève. C'est quelque chose qui semble, en tout cas, irréfutable aux yeux de la plupart des gens. Irréfutable. C'est-à-dire qu'on ne peut pas y renoncer, qu'on ne peut pas s'opposer à elle. Qui est une évidence. Qui est une évidence. Ah, qui est une évidence? Il est une évidence que ça existe, la vérité. Ou il est une évidence qu'on doit la préférer à toute autre chose? Il semble que la vérité, c'est quelque chose qui est irréfutable, qui existe et qu'on ne peut pas... Ah, donc l'existence est irréfutable. Parce que j'allais vous dire, la vérité peut exister et c'est le propre du déni, on n'a pas envie de la voir aussi. Ou de l'aveuglement volontaire, on peut lui préférer autre chose, même si elle existe.
Donc pour vous, la vérité existe. Non, pas forcément. Elle n'existe pas forcément Ah pour bon? moi, mais je me dis que... Elle n'existe pas forcément pour vous. Alors vous êtes paradoxal. Oui, dites-moi. Posez la question, qu'est-ce que la vérité? Il me semble que Ah oui. la vérité, ça peut être ça. Alors la vérité, ce serait, si je vous suis, ce serait, comme dirait Nietzsche, une valeur, quelque chose à quoi on attribue une valeur, un absolu, qui existe, qui serait censé exister et qui serait l'une des clés de voûte ou la clé de voûte de l'existence humaine. On pourrait dire ça comme ça. Ok. Il y avait Eric qui levait la main. Oui. J'aime bien cette notion d'absolu. Le parallèle que je ferais, c'est que la liberté, de tous les cas de figure, fait appel à la raison. Et je ne vois pas d'un travail quelconque sur la liberté sans qu'il y ait son parallèle qui est la raison, puisque si à l'opposé on a le mensonge, on a tout le reste qui, par opposition, est faux. Oui. La vérité passe par la raison. Il me manque un niveau de réflexion. Tout à fait. Alors, c'est une question, j'ai vu les questions, j'y arrive. Hein. C'est une question paradoxale parce que, en fait, toutes les civilisations n'ont pas pensé que la vérité passait par la raison. C'est un vaste problème parce que la vérité se dit aussi par des prophéties, par des prophètes, par des personnes inspirées, par des devins. Si on regarde la Grèce ancienne, quand on lit les poètes, par exemple Hésiode, qui est le plus ancien poète grec dont il nous soit resté des traces écrites, même un tout petit peu avant Homère, dont on ne sait pas Homère s'il était une seule personne ou plusieurs. Hein. Hésiode dit au début de la théogonie que ce sont les muses qui vont emporter son âme au début de l'origine du monde, et que c'est pour ça qu'il va pouvoir raconter le temps des origines. C'est la fameuse fonction du mythe, c'est de raconter le temps des origines, la sortie, si j'ose dire, d'un chaos primitif, la mise en ordre du monde. Et ça, c'est pas la raison qui peut nous faire y accéder, selon les Grecs. Et puis, il y a toute une autre question qui est la fameuse opposition de Blaise Pascal au XVIIe siècle entre le cœur et la raison. La raison, c'est un raisonnement, c'est une argumentation, c'est un ensemble de démonstrations, ou alors c'est un ensemble d'hypothèses plausibles faites sur la réalité, qu'on peut confronter avec la réalité à travers des expériences, des tests. Mais Pascal dit toute vérité ne se donne pas à la raison. Il y a le cœur, qui est une intuition intellectuelle pour Pascal. Il y a un exemple célèbre que je vous prends en passant, on ne peut pas se lancer sur cet exemple parce qu'il nous emmènerait très très loin, c'est l'exemple des notions primitives. Pascal dit les mathématiques, qui sont le règne de la raison, de la démonstration, de l'argumentation, pourrait-on dire, de la logique. Les mathématiques reposent sur des notions primitives que sont la quantité, le temps, l'espace, etc. L'être et l'existence aussi, même si ce n'est pas une notion mathématique en tant que telle. Et Pascal dit, mais ce sont des notions que la raison ne m'explique pas, dont je ne peux avoir qu'une intuition intellectuelle. Il prend l'exemple du temps, et il dit, on peut donner une définition rationnelle du temps, explicative. On peut essayer de déployer par la raison ce qu'est le temps. Mais Pascal dit, toute définition du temps qui me sera donnée, c'est un effort rationnel pour clarifier ce qu'est le temps, sera plus obscure que l'intuition que j'en ai. Parce que c'est une notion primitive. De même, si la raison devait m'expliquer l'espace et que je n'en ai pas l'intuition, la raison serait impuissante à me l'expliquer. Alors, c'est pas pour vous contredire, c'est pour dire que tout le monde n'est pas d'accord, si vous voulez, de ce point de vue. Alors Pascal reprend un thème qui vient de l'Antiquité, qui vient d'Augustin. Augustin, dans les Confessions, dans le livre 11, chapitre 14, Augustin, à propos du temps, il dit la chose suivante, qu'est-ce que le temps? Si personne ne me le demande, je le sais. Si on me le demande et que je dois l'expliquer, je l'ignore. C'est-à-dire que dès que je dois clarifier ce qu'est le temps, c'est la même chose pour la vérité. Je vous pose la question de la vérité, vous me dites, comment ça noyer le poisson? La vérité, c'est important. Ouais, d'accord. Alors, madame, je crois que vous étiez la première... Je m'appelle Anne. Anne, oui. Moi, je voulais faire le parallèle entre la vérité et la réalité. Oui. Puisque on peut dire chacun sa vérité, mais chacun sa réalité. Chacun sa vérité. Avec les croyances, limitantes ou pas limitantes, oui. La façon de percevoir la réalité. Le rôle des croyances est important parce que la réalité finit par être conforme à nos croyances. Si on se croit limité, on est limité aussi. Ça devient notre vérité.
Et oui, la croyance crée le fait. Hein, ça, c'était un fameux thème d'un philosophe anglais de la fin du 19e, William James. La croyance crée le fait. Hein. Vous dites la réalité, c'est vrai qu'une l'une des définitions de la vérité, c'est, j'y reviendrai quand je ferai la synthèse, un jugement conforme au réel. Ça, c'est une des définitions de la vérité. On peut même partir de cette définition si vous voulez. C'est une définition qui passe par le jugement. Par la proposition, vous émettez un jugement, vous émettez une proposition, un énoncé sur un fait, une expérience, un événement ou sur vous-même. Et vous dites X et Y. La table est rectangulaire. Il fait beau. Je suis, je ne sais pas, limité, pas limité. Je porte tel ou tel vêtement. Vous portez un énoncé. Dieu existe, Dieu n'existe pas. Vous mettez un énoncé. Et alors c'est une définition qui est donnée par Thomas d'Aquin. Thomas d'Aquin dit la vérité, c'est l'adéquation, c'est la conformité du jugement avec la réalité. Alors, la formule latine, c'est ad aequatio rei et intellectus, ça veut dire l'adéquation de la chose, on ne se moque pas du latin, l'adéquation de la chose et de l'intellect, l'adéquation de mon intelligence et de ce qui est, la conformité entre le jugement que je pose et la réalité. Est vrai un jugement conforme à la réalité. Ça, c'est une première définition de la vérité. On est d'accord ou on n'est pas d'accord? Vous pouvez ne pas être d'accord. Hein. Il y a une. Alors, la question, est-ce que vous avez lâché, Anne, vous avez lâché le mot qui va fâcher à chacun sa vérité. Mais ça, je vais y venir après parce que ça, c'est le mot qui fâche. Mais il y avait deux personnes qui levaient la main, je ne sais pas dans quel ordre. Ah oui, c'est chacun ça. Oui. Voilà, ça. Pas de vérité absolue. C'est que c'est subjectif et que c'est confrontant de ce fait. Que c'est subjectif et que c'est confrontant de ce fait. Conflictuel. Oui, ça peut être. Quand on affirme qu'il y a une vérité absolue et unique, on est dans l'ordre du conflit, de la dissension, quoi. C'est parce qu'il est dans l'ordre de la conviction, mais pas de. L'ordre de la conviction, oui, mais mademoiselle, vous leviez la main tout à l'heure. Votre prénom, c'est Nina, pardon. Nina, c'était pour que vous répétiez ce que vous avez dit. J'ai oublié. Avec obscur, il y a obscur et... Il y a obscur et... Alors, non, oui, en fait, toute définition... Alors, c'était pas une citation, mais c'était vraiment pour expliquer. Toute définition qu'on va donner, pour Pascal, hein, d'une notion primitive, d'une notion première de l'intelligence, toute définition qu'on va donner, toute explication, sera plus obscure que l'intuition qu'on en a. On ne va pas clarifier ce qu'est le temps, l'espace, l'existence, la quantité, le mouvement, par des définitions. On peut donner des définitions, mais ce ne sont pas ces définitions qui vont expliquer, clarifier pour l'intelligence ce que sont ces choses. Qu'elles sont réellement c'est qu'elles sont appréhendées par la perception. Alors, je vous prends un exemple. Le mouvement, si je vous dis, je vais vous expliquer ce qu'est le mouvement. Le mouvement, c'est comment dirais-je, c'est le déplacement local, c'est le changement de lieu d'un point A à un point B à travers l'espace. Est-ce que ça va vous clarifier ce qu'est le mouvement? Ça va vous donner une définition géométrique du mouvement. Il y a un espace qui est un continu, qu'on appelle un continu coextensif. Le temps, c'est un continu successif, hein, les époques se succèdent. Dans l'espace, toutes les choses cohabitent. Donc je dis, il y a un espace géométrique, il y a un point A, il y a un point B, et le mouvement, c'est le déplacement local du point B vers un point A, ou du point A vers le point B, une translation. Ça, c'est une définition géométrique du mouvement. Mais pourtant, vous pouvez être en mouvement dans votre vie sans vous déplacer d'un point A à un point B. C'est pas le mouvement tel que vous l'entendez, la conception que vous avez du mouvement n'est pas réduite, si vous voulez, cette définition géométrique. Alors moi, je vais vous donner une définition géométrique, mais qui est claire, puisqu'elle repose sur des notions mathématiques. Il y a l'espace, deux points, une ligne. On ne peut pas faire plus clair. Mais en même temps, est-ce que ça vous permettrait de comprendre ce qu'est le mouvement si vous n'aviez jamais perçu le mouvement? Pas sûr, c'est le fait que vous faites l'expérience du mouvement, que vous êtes en mouvement, que vous connaissez le mouvement,
qui fait que la définition qu'on vous en donne vous éclaire un peu plus. Mais ce n'est pas la définition qui est l'origine de votre compréhension du mouvement. Vous voyez ? Ça peut être un ajout, mais ce n'est pas le fondement de votre compréhension. De même pour le temps. Il y a eu des définitions du temps très très nombreuses dans l'histoire de la philosophie, mais est-ce qu'elles ont cerné ce qu'est le temps? Et d'ailleurs, est-ce que le temps existe? Tout le monde n'est pas d'accord. Donc, vous voyez, c'est un vrai problème. Madame, oui? Fabienne? Est-ce que c'est pas la même chose pour la vérité? C'est-à-dire que la vérité, on peut en parler que par les expériences qu'on a vécues par rapport à aussi une réalité ou des réalités qu'on a éprouvées, qu'on a rencontrées. Donc est-ce qu'on peut parler de la vérité comme ça pour tout le monde? Est-ce qu'on parlait de la vérité dans l'absolu? Est-ce qu'elle existe? Alors je vous donne un exemple, oui, je vous donne un exemple d'une pièce célèbre que vous connaissez peut-être, qui est la pièce de Luigi Pirandello. Luigi Pirandello qui a écrit À chacun sa vérité. Vous connaissez cette pièce? Non? C'est pas grave. Le titre italien, c'est Così è, se vi piace, c'est-à-dire il en est ainsi si vous voulez, si c'est ce qui vous, si ça vous plaît, ça vous convient. Hein. Quelle est l'histoire? Alors je vous la résume à grands traits. Il y a eu un tremblement de terre. Alors c'est une pièce qui apparaît en 1917. Et c'est vrai qu'il y avait eu un tremblement de terre en 1915 dans la Marsica. La Marsica, c'est une région des Abruzzes en Italie qui est tournée vers la mer Adriatique. Et ce que raconte la pièce, c'est qu'il y a un couple qui arrive, un couple avec la belle-mère, qui arrive dans un petit village qui a fui la Marsica, où le village a été détruit. Et ils arrivent dans une petite ville, un petit village. Et il y a donc ce signor qui s'appelle signor Ponza, Ponza, et sa belle-mère, la suocera, comme on dit en italien, qui est Madame Frola, F-R-O-L-A. Et alors ça choque beaucoup le village parce que c'est un couple qui vit dans un petit appartement en haut d'un palazzo, comme disent les Italiens, d'un édifice. Et puis la belle-mère, elle vit dans un appartement qui est plus cossu. Et on ne voit jamais la femme. On se dit, doit la séquestrer, c'est pas possible. Et donc le supérieur, qui s'appelle le consigliere Agazzi, supérieur de Frola, est un peu harcelé par toute la population qui dit c'est pas possible. Cet homme enferme sa femme, il n'aime pas sa femme, elle est séquestrée, il faut la sauver, il faut l'interroger. Qu'est-ce que c'est que ce couple? Voilà. Il est un peu patibulaire. Voilà, bon. Et des interrogatoires sont lancés. D'abord, on interroge la belle-mère. Je ne sais pas s'il faut commencer par la belle-mère, toujours. J'ai un petit doute. Peut-être une malignité de Pirandello. Alors la belle-mère, Madame Frola, elle dit, écoutez, c'est très simple. Mon gendre, il a dû casser du sucre sur le dos. Mon gendre, Monsieur Frola, a eu un épisode de folie, de démence. Elle a sorti de l'asile psychiatrique. Il n'a pas reconnu sa femme, ma fille. Et donc on a dû organiser un deuxième mariage avec ma fille en lui faisant croire que c'était une deuxième épouse ou une première pour lui. Alors bon, les gens se disent d'accord, ok, c'est déjà un peu particulier. Alors ils font venir le signor Ponza et le signor Ponza leur dit ma belle-mère est folle. Toute ressemblance avec ma belle-mère est folle. Pourquoi? Parce que j'ai perdu ma première femme, mais elle n'a pas pu l'accepter. Et ne pouvant l'accepter, je me suis remarié et elle voit ma deuxième épouse comme sa fille. Alors là, les gens sont un peu perplexes parce qu'il y a deux versions. Alors, ça fait des gorges chaudes, on discute dans le pays, et puis on se dit, c'est pas possible, il faut faire sortir cette femme de sa séquestration. Et on fait venir, le consigliere Agazzi fait venir donc cette femme. Et de façon tout à fait étonnante, elle dit qu'elle est ce que chacun veut qu'elle soit. Et qu'elle n'est rien pour elle-même, et elle dit cette phrase étonnante, « Io sono colei che mi si crede, je suis celle que l'on croit que je suis. » Débrouillez-vous avec ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'effectivement, si la première femme de Ponza est morte, et qu'elle a sa deuxième femme, mais que l'ancienne belle-mère la prend pour sa fille, elle veut bien être sa fille, peut-être.
Mais si la première femme de Ponza n'est pas morte et que vraiment il a été fou et que vraiment elle s'est remariée avec lui, bah, pour lui elle est sa deuxième femme et donc elle est sa deuxième femme. Quelle est la différence? Et donc c'est l'impossibilité de trancher, d'autant que les archives ayant été détruites dans la Marsica, où a eu lieu le tremblement de terre, il est impossible d'aller vérifier. Et donc la pièce se termine sur le fait que dans certains cas on ne peut pas savoir qui dit la vérité. Et d'ailleurs, est-ce que c'est bien important de savoir qui dit la vérité? Alors il faut dire que cette femme porte un voile sur le visage. Alors ça c'est un thème très célèbre du théâtre italien. Il y a une pièce de Machiavel où on ne voit jamais la femme dont il est question. Alors Martine, vous allez hurler, effectivement on ne voit jamais la femme sur scène. C'est une pièce de Machiavel. Mais ce n'est pas anodin. Pourquoi est-ce qu'elle porte un voile? Parce qu'on dit de la vérité. Je ne sais pas si c'est une métaphore dont vous êtes familier, qu'elle porte des voiles, qu'il faut déchirer le voile pour connaître la vérité. Je ne sais pas si vous êtes familier de cette métaphore qu'on trouve dans la littérature, qu'on trouve dans l'histoire de l'art. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, que la vérité porte des voiles et on doit déchirer le voile pour voir la vérité, si j'ose dire, dans sa nudité. Elle est comparée à une femme, la vérité. Ça vous dit quelque chose? Si vous voulez aller voir, il y a une très belle statue du Bernin, dont John Lorenzo Bernini. À la fin du XVIIe siècle, on lui commande, alors c'est lui et son école, parce que le Bernin est assez âgé à ce moment-là, c'est le pape Alexandre VII qui lui commande son tombeau. Et alors, comme il a une certaine idée de lui-même, puisque c'était un pape, il décide que son tombeau sera dans une partie de la basilique Saint-Pierre. Voilà. Et donc, le Bernin, avec son école, sculpte le tombeau du pape Alexandre VII. Et alors, il y a ce voile de la vérité. Pourquoi? Parce qu'il y a le pape qui est en haut de la statue, il y a un drapé de marbre et il y a la mort qui sort, tenant un sablier. On ne voit pas la tête du squelette de la mort qui est pris dans le drapé, mais la mort tire, c'est une prouesse architecturale, hein. Elle tire un drap et sur le côté, il y a la vérité, qui est une jeune femme qui perd le voile qui la couvrait et qui soudain, qui se couvre, peut-être avec une fausse pudeur, qui se couvre, si vous voulez, le corps. Et la vérité, c'est quoi? C'est la mort. C'est le moment de vérité, c'est le moment du jugement. La vérité est mise à nu, d'une certaine façon. Donc vous avez cette idée du voile de la vérité que peut-être il faut déchirer pour la voir dans sa nudité. Mais ça nous renvoie à l'idée que la vérité est connaissable, que la vérité est une, qu'on peut dépasser les illusions pour la connaître. Je disais, tout le monde n'est pas d'accord, il y a une célèbre phrase de Nietzsche que vous trouverez dans le prologue, la préface plus exactement, du Gai Savoir de Nietzsche. Donc c'est dans la préface de la seconde édition du Gai Savoir. Et Nietzsche, c'est pas très long, hein, c'est quelques pages. Et Nietzsche dit une phrase très énigmatique, et après je vous donne la parole. Il dit « Nous ne croyons plus que la vérité reste la vérité si on lui retire ses voiles ». Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la vérité est toujours une apparence. Il n'y a pas de vérité derrière l'illusion. On tombe toujours sur une nouvelle apparence. Il n'y a pas un moment où on déchire le voile et voilà, là la vérité apparaît, elle est dans sa nudité, elle est telle qu'elle est, je suis face à la vérité, pour Nietzsche. Donc je répète la phrase, elle est très célèbre. Nous ne croyons plus que la vérité reste la vérité si on lui retire ses voiles.